à 4h20, heure locale, le 18 septembre 2025. Le réseau de surveillance américain au sud des Caraïbes suivait déjà depuis près de 3 heures l'anomalie. Au début, cela ne semblait rien. Une traînée faible dans une zone calme de haute mer, trop petite pour être enregistrée comme embarcation sur un radar conventionnel. Mais le capteur infrarouge monté sur un drone de haute altitude révélait autre chose. Des signatures thermiques pulsant par rafales courtes. Le schéma incontestable de moteurs haute performance poussé au maximum contre une mer agitée. Aucun pêcheur ne sollicite ces machines de cette façon. Aucun navire commercial n'éteint son transpondeur, coupe ses feux de navigation et maintient un profil totalement silencieux en traversant l'un des corridors de contrebande les plus actifs de l'hémisphère. C'était autre chose, et cela se dirigeait vers le nord. Les analystes du Joint Interagency Task Force South n'avaient mot pas besoin d'une carte pour deviner la destination. Tout navire voyageant aussi vite, aussi bas et aussi agressivement n'était pas simplement en transit. Il courait un corridor dangereux, un corridor devenu bien plus mortel après les attaques des 2 et 15 septembre. Mais même ces premiers coups n'avaient pas préparé les équipes de renseignement à ce qu'elles voyaient maintenant. À 5h03, le drone de longue portée descendit pour une vue plus rapprochée. Sous le ciel précédant l'aube, le navire apparut enfin, un go-fast à profil bas, peint en sombre, d'à peine 12 mètres de long, équipé de 5 moteurs hors-bord si neufs qu'ils brillaient encore comme sortis d'usine. Des paquets recouverts de bâches étaient empilés sur la proue, trop grands et trop uniformes pour être du matériel de pêche. On voyait 4 hommes, 2 armés, un autre debout derrière le pilote, un téléphone satellite collé à l'oreille. Ils étaient tendus, vigilants. Ils savaient que quelqu'un les observait, mais ils ignoraient d'où. Depuis des années, ce secteur des Caraïbes était un jeu du chat et de la souris. Les trafiquants poussaient vers le nord. La garde côtière, avec des ressources limitées, tentait d'intercepter ce qu'elle pouvait. Mais les règles avaient changé. Après 2 attaques en moins de 2 semaines, l'armée américaine était passée d'intercepter à neutraliser. Et les cartels le savaient. À 5h18, le centre de commandement en avait assez. Confirmation visuelle d'une cargaison suspecte, manœuvre d'évasion, silence radio et une trajectoire qui placerait l'embarcation sur une route directe vers le territoire américain. En quelques heures, l'autorisation légale, discrètement élargie au début du mois, couvrait le reste. Il ne manquait qu'une dernière vérification. Elle arriva à 5h22. Une floraison thermique apparut sur le bord de la vidéo, du métal chauffé de l'intérieur, se dilatant en une colonne de feu. Les opérateurs ne virent pas la plateforme d'attaque, seulement le résultat. Le navire se brisa en moins d'1 seconde, une explosion soulevant la proue au-dessus de l'eau avant que toute la coque ne s'effondre et ne disparaisse dans un nuage de flammes illuminant la mer comme un lever de soleil. 4 hommes disparurent. Aucun survivant ne fut enregistré. Des heures plus tard, Washington publia un autre extrait vidéo sans contexte, juste du feu sur l'eau. Aucun corps, aucune cargaison, aucune enquête sur place, encore une fois. Les responsables déclarèrent qu'il s'agissait d'une embarcation opérée par un cartel et chargée de stupéfiants, destinée à nuire au peuple américain. Pour la 3e fois du mois, aucune preuve vérifiable ne fut fournie. Mais cette fois, Caracas répondit en quelques minutes. Les médias d'État vénézuéliens affirmèrent que les États-Unis avaient attaqué un navire de transport civil, utilisé par les communautés côtières pour le commerce interinsulaire. L'accusation attira immédiatement l'attention mondiale, mais le Pentagone la rejeta comme de la propagande. La vérité, comme toujours, sombra avec les débris. À la tombée de la nuit du 18 septembre, les analystes commencèrent à relier les points. Des images satellites montraient une activité aérienne américaine accrue, au-dessus des Caraïbes orientales. Des actifs navals, certains jamais annoncés,
avaient été repositionnés près des routes maritimes utilisées par les trafiquants, et les registres d'interception suggéraient que plusieurs embarcations étaient déjà suivies pour d'éventuelles actions ultérieures. Ce n'était plus une application sporadique de la loi, c'était un élan, une nouvelle phase, une guerre silencieuse se déroulant à la vue de tous. Et si le schéma se poursuivait, la prochaine lueur à l'horizon ne serait pas la dernière. Commente Cinétique si tu penses qu'il s'agit déjà d'une campagne militaire dans toute la Caraïbe. L'inconfort au Pentagone ne venait pas de doutes opérationnels. Les officiers savaient pas mener des frappes de précision. Ils avaient perfectionné cette doctrine dans des théâtres bien plus complexes que les Caraïbes. L'inquiétude venait d'ailleurs, du précédent en train d'être créé, du terrain juridique fragile sur lequel reposait la nouvelle stratégie antidrogue. Pour certains commandants, le mot « narcoterroriste » n'était pas une simple étiquette. C'était une porte qui, une fois ouverte, serait presque impossible à refermer. Le 17 septembre, à peine 48 heures après la dernière frappe, un rapport interne circula parmi les hauts responsables. Il soulignait qu'en classant les contrebandiers comme acteurs terroristes, les États-Unis appliquaient de facto le cadre juridique utilisé pour les opérations extraterritoriales contre des ennemis armés, sans débat, sans résolution du Congrès, sans supervision publique. C'était une réinterprétation profonde, silencieuse et dangereuse de ce que signifiait menace contre la patrie. Mais tandis que les analystes débattaient de questions juridiques, la machine militaire continuait d'avancer. Les drones augmentèrent leur vol. Les patrouilles aériennes prolongèrent leur rotation. Les unités navales ajustèrent leur route pour couvrir un corridor plus large dans les Caraïbes orientales. Chacun de ces mouvements suggérait que les attaques n'étaient pas des mesures isolées. Elles faisaient partie d'une architecture plus vaste, conçue pour agir avant qu'un navire suspect ne franchisse les routes menant au golfe du Mexique ou à l'Atlantique Nord. Les défenseurs de la nouvelle doctrine affirmaient qu'attendre était un luxe que les États-Unis ne pouvaient de plus se permettre. Le flux de drogue ne diminuait pas. Les cartels avaient adopté des technologies sophistiquées. Coques à faible profil à peine visibles à la surface, moteurs modifiés impossibles à tracer, routes méticuleusement conçues pour éviter toute patrouille conventionnelle. Ce n'est pas de la police maritime, déclara un officier du renseignement. C'est une guerre irrégulière. Mais même au sein du gouvernement, ce mot « guerre » inspirait la crainte. Car si l'on l'admettait publiquement, tout l'édifice juridique s'effondrerait. Comme l'ont rappelé plusieurs conseillers juridiques, on ne peut pas déclarer la guerre à un phénomène. On peut la déclarer à un État ou à une organisation formellement désignée. Et aucun cartel latino-américain n'avait été reconnu comme entité terroriste par le Congrès, pas encore. Pendant ce temps, la réaction internationale s'intensifiait. Le Nicaragua accusa les États-Unis d'agir comme un policier impérial, bombardant des embarcations sans procès préalable. Le Mexique, bien que silencieux publiquement, exprima en privé sa crainte qu'un jour les attaques ne s'étendent à des plateformes maritimes proches de son territoire. Même des alliés traditionnels comme la Colombie et le Panama appelèrent à la modération, un terme diplomatique pour exprimer leur inquiétude. Les tensions montèrent lorsqu'un média indépendant divulgua des images satellites montrant un avion furtif américain effectuant un cercle d'attente dans une zone très proche des eaux juridictionnelles vénézuéliennes. Bien que Washington ait nié toute incursion, la preuve visuelle relança le débat dans la région. Les États-Unis étaient-ils en train d'étendre progressivement la portée de leurs opérations militaires anti-drogue? Au sein de l'administration, certains conseillers commencèrent à remarquer un schéma inquiétant. À mesure que chaque attaque recevait des critiques, la Maison-Blanche réagissait en renforçant son discours. Ce n'étaient pas des contrebandiers, mais des menaces hostiles. Ce n'étaient pas des pêcheurs, mais des opérateurs narco-terroristes. Le langage se durcissait à chaque conférence de presse.
comme si l'on préparait le terrain pour quelque chose de plus vaste, de plus définitif. Un ancien responsable du département d'État le résuma crûment. Si le gouvernement insiste pour appeler ces groupes des terroristes et agit comme s'ils étaient des combattants ennemis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il adopte les mêmes règles d'engagement qu'au Moyen-Orient. Dans ce contexte, la question n'était plus de savoir si les États-Unis pouvaient mener ces attaques. La vraie question, celle à laquelle ni le président ni le Pentagone ne voulurent se répondre, était jusqu'où ils comptaient aller. 3 attaques? 5? Une campagne soutenue? Une zone d'exclusion non déclarée dans les Caraïbes? La région observait tout avec inquiétude, consciente que lorsque les grandes puissances repoussent les limites, ce sont les petits pays qui en paient le prix. Pour de nombreux gouvernements caribéens, la crainte ne résidait pas dans la cargaison transportée par ces bateaux, mais dans les implications qu'une erreur de renseignement ou un excès de confiance puisse déclencher une crise internationale. Et tandis que Washington ajustait sa rhétorique, les familles des hommes tués continuaient d'apparaître sur des chaînes régionales, réclamant des noms, des preuves et des corps qui ne seraient jamais retrouvés. La guerre silencieuse avançait toujours, sans carte, sans déclaration officielle, sans fin prévisible. Mais un like. Si tu penses que cette politique mène les Caraïbes vers un point de non-retour, détruire des embarcations suspectes peut offrir des avantages tactiques immédiats, mais élimine en même temps la ressource la plus précieuse de toute opération maritime, le renseignement. Les abordages, dangereux, imprévisibles et souvent chaotiques, ont révélé des radios cryptées, des carnets de route, des téléphones satellites contenant des contacts clés et même des hiérarchies internes des réseaux de trafic. Une frappe par missile, en revanche, ne laisse que des débris dispersés et des questions sans réponse. Les défenseurs de cette doctrine affirment que l'objectif réel est la dissuasion, rendre le coût d'exploitation des go-fast si élevé que les routes s'effondrent par la peur. Mais sans preuve publique, le fossé de crédibilité s'élargit. Les succès tactiques peuvent se transformer en problèmes stratégiques, isolant Washington, alarmant les pays voisins et ouvrant des débats qu'aucun porte-parole ne peut contrôler. L'attaque du 15 septembre révéla une tension encore plus grande. Le Pentagone n'expliqua jamais comment elle fut menée. Aucun avion ne fut confirmé, aucune image de drone publiée, et le type de munitions demeure classifié. La seule chose visible fut une explosion ponctuelle en mer, compatible avec une frappe de précision, mais entourée d'ambiguïté. Les forces américaines maintiennent un système de surveillance en couche. Avions, C-130J balayant la surface, P-8, Poséidon suivant les signatures thermiques, et capteurs optiques capables de distinguer des moteurs hors bord à plusieurs kilomètres d'altitude. Une fois un objectif identifié, la réponse peut aller de drones armés à des avions de chasse. Quel moyen fut utilisé ce jour-là pourrait rester secret pendant des années. Pourquoi attaquer? Parce que les bateaux fantômes comptent parmi les embarcations les plus dangereuses à intercepter. Avec des coques basses en fibre de verre presque invisibles au radar et plusieurs moteurs haute performance, ils dépassent la plupart des patrouilleurs. Les aborder exigent que des hélicoptères ou des vedettes rapides s'approchent à portée de tir face à des équipages armés et désespérés. Comparé à cela, une frappe à distance est l'option la plus propre. Pas de poursuite, pas d'abordage, pas d'échange de tirs. Mais le coup est irréversible. Pas de preuves, pas de détenus, pas de cartographie du réseau derrière l'embarcation. Des experts en renseignement avertissent que chaque bateau détruit représente plus qu'une occasion manquée. C'est une réduction du savoir sur l'évolution des cartels. Les trafiquants changent constamment de coque, de moteur et de route. Sans navire capturé ni équipage interrogé, les États-Unis risquent de combattre un ennemi qu'ils ne peuvent pas entièrement voir. Politiquement, la pression augmente. Des législateurs exigent des audiences de supervision, avertissant que ces attaques létales brouillent la ligne entre action militaire
et application de la loi. Les Alliés observent avec prudence. Et en Amérique latine, les critiques y voient-ils la preuve d'une expansion militaire incontrôlée. 2 attaques en 13 jours, 14 morts, preuve publique minimale, conséquences diplomatiques croissantes. La question n'est plus de savoir si les attaques ont été efficaces. Elles l'ont été. La question est de savoir si elles viennent d'établir un précédent impossible à inverser. Était-ce des interdictions intelligentes ou le début d'une ère dangereuse en mer? Si cette analyse t'a été utile, mets un like et commente alerte si tu penses que cette stratégie va s'intensifier dans les prochains mois.